Cyril, à ta demande d'ailleurs, on est aujourd'hui donc réunis pour une annonce un peu particulière. Voilà, tu voulais nous annoncer quelque chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire aujourd'hui? Un peu compliqué, certes, mais j'ai envie d'annoncer officiellement que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière de sportif de haut niveau. C'était pour moi important de dire ces mots, important du moment qu'on va passer ensemble, Fred, et important de tout simplement se mettre à l'évidence qu'à un moment donné, comme toutes les bonnes choses, elles ont une fin. Et voilà, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui je mets un terme à ma carrière de sportif de haut niveau, c'est-à-dire voilà, je décide d'arrêter tout ce qui est compétition internationale. Peut-être garder un petit pied vraiment avec le club pour dérouler tranquillement, pas tout arrêter du jour au lendemain, pas tout couper, surtout pas. Mais voilà, c'était pour moi hyper important de le dire aujourd'hui. Depuis quand ça te trotte dans la tête cette histoire d'arrêt? Depuis ton accident, avant? Est-ce que tu as déjà pensé à mettre un terme à ta carrière avant? Non, mais par contre, c'est une chose à laquelle j'ai pensé, certes, parce que je savais que ça allait arriver un jour. On s'aperçoit que les années défilent à une vitesse incroyable. Quand je pense qu'aujourd'hui, ma médaille olympique en 2016 va bientôt avoir 6 ans, c'est fou, ça va trop vite, c'est des moments qui sont extraordinaires. C'est une jouissance interne, enfin je veux dire c'est quelque chose d'extraordinaire tout ce qu'on vit dans le judo, mais ça va trop vite. Et je savais qu'à un moment donné, ce moment-là allait arriver, donc on essaye de se projeter, on essaye d'y penser, et puis en fait, voilà, je le répète à chaque fois, mais on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt, donc quand c'est le moment de prendre la décision, il faut essayer d'en prendre conscience et de savourer les choses. Le dernier Tour de Paris, tu n'y étais pas, le dernier Grand Slam de Paris, pourtant tu l'as remporté quelques fois. Comment est-ce que tu as vécu ce passage-là de ta vie? C'était trop dur, c'était impossible d'y aller, c'était la fin déjà? Je pense que ça fait partie aussi des moments où je me suis dit que c'était le bon moment de raccrocher justement, parce que j'ai assisté au Tournoi de Paris, je suis allé voir les copains, et j'ai ressenti à aucun moment le besoin, l'envie de me retrouver au milieu de Bercy, alors que, en toute modestie, Bercy c'est mon public, et Bercy c'est le plus gros de ma carrière, hein. 7 médailles, 3 titres, 4 finales, enfin je veux dire, j'ai passé des moments extraordinaires à Bercy, sur les tapis de la Corotel Arena, et j'étais, voilà, on va être franc, j'étais dans les gradins avec une petite coupe de champagne, et j'ai adoré voir ce tournoi de Paris. Pas forcément plus facile, hein, je veux dire, dans les gradins, parce qu'on transpire, on souffre. On a les mains moites quand on regarde les copains, les gens qu'on aime, qu'on a envie qui réussissent. Mais voilà, non, c'était extraordinaire pour moi aussi, une expérience. Ça faisait 15 ans que je faisais le tournoi de Paris. Enfin, j'ai fait 15 tournois de Paris, 13 consécutifs. Il y a une année où je n'ai pas pu le faire. Mais voilà, c'était un super moment de pouvoir assister à ce tournoi de Paris au mois de février sans combattre. Pourquoi c'est si puissant le Tour de Paris? De par le public, hein. Je veux dire, aujourd'hui, même sans kimono, avec une chemise et une veste, tu fais un tour dans les coursives et tu fais une trentaine de photos. Je veux dire, les gens aujourd'hui, c'est des passionnés. Les Français sont passionnés de judo. Le public parisien aime venir encourager les Français et ça se ressent énormément. Donc, bien sûr, c'est particulier. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, des tournois de Paris? Tu en as beaucoup parlé, des championnats de France aussi que tu as fait chez les mi-lourds. Chez les lourds, d'ailleurs, je me demande si tu n'as pas le plus grand palmarès chez les plus de 100 kilos au championnat de France par rapport aux mi-lourds, mais ça, tu vas nous en parler. Mais qu'est-ce que tu retiens de ta carrière? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Qu'est-ce que je retiens? Tout simplement qu'aujourd'hui, le judo, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Je pense honnêtement que c'est des discussions en plus en off qu'on a eues très souvent, toi et moi, Fred, tu le sais. Et je pense que le judo, c'est un sport qui véhicule des valeurs extraordinaires, des valeurs qui sont plus qu'importantes pour devenir un bon citoyen. Je sais que c'est des expressions que tu aimes bien aussi reprendre. La citoyenneté aujourd'hui, c'est quelque chose de primordial pour qu'on puisse avancer tous ensemble, pas seulement sur un tapis de judo, bien entendu, mais dans la vie. Et pour moi, le judo, vraiment, c'est toutes ces valeurs, ce code moral. J'ai même entendu quelques fois des gens appeler ça le code mural, tout simplement parce que c'était sur une affiche. Moi, je n'accepte pas entendre ces choses-là. J'aime ma discipline. J'ai vraiment un point d'honneur sur ce code moral qui, pour moi, a 8 valeurs qui sont primordiales dans la vie quotidienne, pas seulement sur un tapis, mais vraiment dans la vie quotidienne. Et j'ai tâché de me tenir
à ces valeurs-là que mon professeur m'a inculquées. Et toutes ces choses-là font que voilà, le judo m'a apporté ça et j'en suis hyper reconnaissant. Pourtant, les événements nous montrent parfois que les judokas ont leurs limites, que les judokas ne sont pas toujours parfaits, que l'histoire elle est belle, c'est vrai, mais que tout n'est pas complètement parfait. Cyril, parfois il y a des judokas qui montrent leurs limites. Est-ce que le judo, finalement, est-ce qu'on est meilleur avec le judo? Est-ce que tu le crois vraiment? Oui, je le pense vraiment. Après, on peut pas refaire les gens, on ne peut pas refaire le monde non plus à travers un sport. C'est pas un sport qui peut être vecteur de tout le mal-être que les gens peuvent avoir. Mais je pense vraiment que le judo crée des gens bien. Je le pense vraiment. Et je pense que réellement, si je l'ai choisi, c'est un sport qui est magique. Qui est magique de par ses valeurs, hein, je me répète un petit peu, mais voilà, moi la première chose que je vois sur un mur de judo avec le code moral, c'est le respect qui me saute aux yeux. Et le respect des gens, tout simplement, le respect. Ce terme-là est pour moi quelque chose de hyper important. Mais si personne te dit ces choses-là, tu ne peux pas en prendre conscience, en fait, tout simplement. Personnellement, tu ne peux pas te dire, arriver à 8 ans dans un dojo pour dire le respect, c'est quoi? C'est respecter les autres, certes, mais moi, je veux dire, moi, mon père, aujourd'hui, qui n'a jamais fait de judo, qui était néophyte, il est arrivé, il m'a dit, regarde ça. Je suis content que tu fasses ce sport par rapport à ces choses-là. Il m'a dit, regarde, le plus important pour moi, c'est ce mot-là, le respect. Et ça, je retiendrai toujours, ces choses-là. Je retiendrai, je devais avoir 8 ou 9 ans, ou 10 ans. Alors justement, je voudrais que tu fasses un petit effort, je voudrais que tu fermes les yeux. Je voudrais que tu fermes les yeux et que tu repenses au petit Cyril Marais, il y a maintenant quelques années. Qu'est-ce qui fait rêver Cyril Marais, le petit Cyril Marais, qui est à Dijon, qui commence le judo? Et je voudrais que tu te remémores ce moment-là de ta vie et que tu te rappelles du petit Cyril de 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui commence, qui passe ses ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a envie, Cyril Marais, à ce moment-là, quand il est tout petit? Quand il est tout petit, Cyril, il fait un petit peu de football. Il est un peu turbulent à l'école. Je pense comme beaucoup d'enfants. Il fait du football dans un petit club parce que tous ses copains le font à l'école. Et puis, il a un gabarit un peu atypique. Il est un petit peu plus costaud que les autres, un petit peu plus grand aussi. Et ce Cyril, en fait, un jour où il change au vestiaire du foot, il regarde par la fenêtre d'un dojo. À l'époque, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, il voit des gens avec un espèce de pyjama blanc, avec une ceinture autour des hanches, et puis qui courent dans tous les sens, puis après qui se mettent en ligne, qui écoutent, qui machin. C'est intriguant, ça. Et puis, j'ai trouvé ça intéressant, je suis resté presque un quart d'heure, 20 minutes à regarder. Et donc, j'ai rencontré mon professeur au centre aéré. Et puis, derrière, il me dit je veux que tu viennes au judo, c'est des gabarits comme toi que j'ai envie, c'est des gabarits comme toi que je veux, on va faire des belles choses. Au mois de septembre, je dis écoute, je viens, ouais, je viens et tout. Puis voilà, qu'est-ce qui a fait que ce jeune Cyril a arrivé à faire cette carrière aujourd'hui? C'est tout simplement que tous ces moments-là m'ont construit. J'ai souvenir également que mon professeur a commencé à m'apprendre des choses un peu atypiques, parce que j'avais une différence de poids, de taille. Je veux dire, mon ami d'enfance avec qui je faisais du judo, Cédric, c'était un tout petit gabarit, c'était mon voisin. Et en fait, j'ai appris à m'adapter. Le fait de s'adapter, c'est aussi un élément hyper important dans la vie. Je veux dire, on doit être capable de s'adapter aujourd'hui à la vie de tous les jours, aux personnes qu'on va rencontrer en face de nous. Et j'ai su m'adapter. Je devais faire doucement. Après, derrière, il me surclassait. Des fois, il me faisait faire un entraînement avec les grands. Je devais m'adapter pour faire plus fort parce que sinon, c'était compliqué. L'adaptation aussi, c'est un élément que mon prof m'a inculqué aussi. Et voilà, c'est vraiment toutes ces choses-là qui me reviennent en tête et qui me rappellent que le judo, ça reste tout simplement magnifique. Est-ce que le petit Cyril serait fier du grand Cyril aujourd'hui? Toi, je crois que j'aurais préféré que tu me poses la question de l'autre sens. Est-ce que le grand Cyril était fier de ce que ça faisait? Je
Je sais pas. En fait, je sais pas si on décide vraiment de devenir sportif de haut niveau. Je pense que c'est une accumulation de choses. C'est une accumulation d'envie, de détermination. Moi, j'ai fait du judo parce que ça m'intéressait, parce que j'avais envie de rencontrer j'avais envie de baigner dans cet élément, j'avais envie de rencontrer ces gens-là. Et puis, j'ai fait rapidement de la compétition. Et puis, un souvenir qui me vient aussi en tête tout de suite, c'est mon premier combat de judo. Au bout d'1 an et demi de judo, je prends un athlète qui avait une petite mèche qui tombait devant les yeux, qui s'appelait Hervé Fichot. On connaît bien. Qu'on connaît très bien, Hervé qui a été champion d'Europe junior, vice-champion du monde junior. Mon tout premier combat, il faut savoir que mon tout premier combat, je l'ai fait contre Hervé Fichot, au Crêpes à Mirande. Et j'ai pris une tôle monumentale. Et en fait, j'étais piqué. En fait, ça, je me suis rendu compte que j'étais vexé comme un cochon. Et je me rappelle de mon père qui était dans les gradins qui m'a fait, genre, c'est pas grave, tu vois. Mes parents étaient venus me voir. Mes parents ont fait énormément pour moi. Tes parents sont toujours venus te voir? Mon père a fait beaucoup de déplacements quand j'étais junior sur les pays étrangers. Ma mère, à chaque fois que je combattais, elle tournait la tête parce que ça lui faisait trop de mal, comme beaucoup de mamans, je pense. Mais voilà, mon père a accompagné mon professeur. Mon professeur est venu me voir au championnat d'Europe. Il est venu me voir au championnat d'Europe cadet à Bakou, en Azerbaïdjan, en 2003. Il est venu me voir à Saint-Domingue, au championnat du monde, en 2006. Et c'est des compétitions que j'ai remportées, donc ça reste des super souvenirs. Démarrage de la famille, c'est super important. Et puis à un moment donné, tu te retrouves pas un peu tout seul, mais il y a quand même l'INSEP, il y a quand même Paris, il y a quand même d'autres adversaires aussi, français, étrangers. Quel souvenir tu gardes de cette aventure parisienne quand tu es athlète? Et puis quel souvenir tu gardes aussi de la concurrence, puisque tu as rencontré de grands champions de ta catégorie, Stéphane Traîneau, Ghislain Lemaire, David Douillet. J'ai pas rencontré Stéphane et ça a été une vraie déception. Je perds en demi-finale sur Benoît Bournisien. Un championnat de France. Au championnat de France. Le comeback de Stéphane Traîneau lorsqu'il gagne les championnats de France à Amiens en 2005, à 40 ans, je devais le rencontrer en finale. Et Benoît Bournisien m'a coupé l'herbe sous le pied. Et ouais, c'est dommage, ça aurait été un vrai choc des générations, ça aurait été une expérience incroyable de pouvoir rencontrer Stéphane Traîneau. Parce que tu bats Ghislain ce jour-là, je crois. Je bats Ghislain Lemaire, ouais, forcément, qui était pour moi un exemple, un modèle. Ghislain, ça a été mon modèle tout le long de ma carrière. Quand je suis rentré à l'INSEP, j'en prenais 7, 8 par randonnée, je ne comprenais pas. C'est là en fait Ghislain, là où il m'a toujours respecté, c'est qu'il se donnait à fond quand il me prenait. Et c'est Ghislain Lemaire qui m'a fait prendre conscience de ce qu'était vraiment le haut niveau. La transmission des champions avec toi quand tu étais plus jeune, toi champion avec les plus jeunes aujourd'hui, la transmission c'est quelque chose d'important pour toi? C'est pour ça qu'aujourd'hui j'aime beaucoup aller sur les différentes interventions qu'on peut faire avec toi, Frédéric, mais également que je peux faire de mon côté, c'est-à-dire lorsqu'on me demande de venir partager avec des jeunes d'un club, d'un département ou d'une région. Moi, j'ai reçu quand j'étais plus jeune. À 10 ans, il y a l'Arbi Bemdaoud et avec David Douillet qui sont venus sur Dijon, mon club d'origine. Ils sont venus partager un moment avec nous. J'avais 10 ans, je trouvais ça extraordinaire, j'avais des étoiles dans les yeux. Et aujourd'hui, je sais ce que ça procure aux jeunes, de tous ces moments-là. Et donc, aujourd'hui, j'aime rendre par rapport à tout ce que j'ai reçu. Donc c'est pour ça que j'aime partager tous ces moments-là. Et je sais à quel point ça fait un bien fou et aux jeunes et aux moins jeunes d'avoir quelqu'un qui a côtoyé le haut niveau sur une séance, sur un week-end, de pouvoir partager, échanger, que ce soit sur un tapis de judo ou dans la parole. Voilà, tous ces moments-là, ils sont hyper importants pour le judo. Les gens un petit peu extérieurs à cette sphère un peu française, les judokas qui t'ont marqué, parce qu'il y a aussi de grands champions qui ont été sur ton chemin tout au long de ta carrière. Je pense bien sûr aux Japonais, il y a un Tchèque aussi que tu connais bien. Voilà, comment est-ce que tu vois aujourd'hui cette concurrence avec le recul, maintenant que ta carrière est terminée? Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a un judoka en particulier qui t'a marqué? Forcément, Karpalek, aujourd'hui, on s'est tiré, en parlant poliment, on s'est tiré la bourre toute notre carrière, puisqu'on s'est rencontrés 7 fois sur des moments plus qu'importants. On s'est pris sur un championnat du monde, on s'est pris sur, je ne vais pas dire de bêtises, 2 championnats d'Europe, et on s'est pris sur les Jeux Olympiques, et on s'est rencontrés 3 fois au tournoi de Paris. 2 fois au tournoi de Paris et 1 fois au Master. Voilà, les 7 rencontres qu'on a eues ensemble. Pour la petite anecdote, je gagne 4-3, mais en termes de résultats officiels, il est très très loin devant. Après, il y a énormément de personnes qui m'ont marqué également dans le judo.
À l'étranger, bien entendu, il y a beaucoup d'athlètes que j'ai trouvé très forts. Mais en fait, c'est une généralité. En fait, ce que j'arrivais pas à faire moi dans le judo, je trouvais ça extraordinaire ce qu'ils faisaient. Les mouvements d'épaule chez les légers, chez tout ça. Enfin, je disais, putain, c'est super dur à faire. Les choses que j'arrivais pas à faire. Donc. Et tout ça, il y a plein de monde qui m'ont marqué. Mais je retiens surtout les athlètes français. Parce que c'est des gens avec qui j'ai passé du moment, des gens que j'ai côtoyés. Un athlète extraordinaire que tu as côtoyé peut-être plus que les autres encore, c'est Teddy Riner. Quel souvenir tu gardes de ta relation avec Teddy? Vous vous connaissez depuis très très longtemps, vous êtes de la même génération. Toi, Hugo Legrand, tu as parlé d'Hervé Fichot, il y a eu cette jeune génération junior, Axel Clerget aussi. Voilà, tu t'arrêtes. Lui va continuer encore un petit peu. Qu'est-ce que tu retiens de ta relation avec Teddy Riner? Teddy, ça restera le plus grand athlète de tous les temps. Je veux dire, de ce que je retiens de ma relation, c'est on a partagé notre chambre aux Jeux Olympiques en 2016. Ça reste aujourd'hui mon plus gros résultat. Il était porte-drapeau. C'est ton résultat d'être dans sa chambre ou d'avoir la médaille? Ouais, joker. Non, mais ça a été un grand moment parce que, en plus d'être, voilà, il était porte-drapeau. Je veux dire, on était aux Jeux Olympiques, la compétition. Alors pour moi, la plus importante de ma vie d'athlète. Lui, il avait déjà été champion olympique en 2012 à Londres, mais je sais qu'il voulait renouer avec la victoire. Et il était porte-drapeau et je le voyais le matin se lever à 7h, à mettre le costard et tout pour les faire avec le président du CNOSF. Il allait faire des espèces de séminaires, de rencontres pour les Jeux de Paris 2024, déjà à ce moment-là. Mais je dis, mais t'es dit, enfin je veux dire, t'es porte-drapeau, les Jeux Olympiques démarrent dans 2 jours, enfin la cérémonie d'ouverture est dans 2 jours. Et il me dit, non mais t'inquiète, c'est la dernière, après c'est bon, je me concentre. Mais j'ai trouvé ça incroyable. La pression d'être porte-drapeau porte-drapeau de la délégation française aux Jeux Olympiques et de faire encore toutes ces choses pour Paris 2024. Je veux dire, il se sentait concerné pour énormément de projets en même temps, alors que ça restait quand même une des compétitions les plus importantes de sa vie, quoi. Pour toi, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, Teddy Riner? En quoi il est hors du commun? La capacité à rebondir après un titre. Moi, j'ai même pas eu de titre. C'est ce que je retiens. J'ai un palmarès plus qu'honorable. J'ai 6 médailles européennes, j'ai une médaille olympique. J'ai une très frustrante 5e place au championnat du monde. Mais, voilà. Mais autrement, ce que je retiens, voilà, c'est sa capacité à se remobiliser derrière un titre. Moi, quand j'ai connu cette médaille olympique, j'avais l'impression que j'arrivais vraiment à un aboutissement, à quelque chose qui était tout là-haut, qui était peut-être au départ inaccessible et qui était peut-être même au départ un rêve et qui est devenu accessible au fur et à mesure des années d'entraînement. Et puis, une fois que je l'ai atteint, peut-être que, c'est pas peut-être, vu que c'est la fin de ma carrière, mais c'est le niveau maximal peut-être que je pouvais atteindre. En tout cas, j'ai tout donné pour le faire. Et quand je vois que à chaque titre, il prenait une petite coupure, se réentraînait dur, il remettait son titre l'année suivante, ça 10 fois de suite pour les championnats du monde, 2 fois de suite en 4 ans pour les Jeux Olympiques. Pour moi, on peut être que admiratif de ce genre de palmarès. C'est tout simplement incroyable. Et toi, qu'est-ce que tu as de plus que les autres? Bon, j'ai rien de plus que les autres. Honnêtement, je ne pense pas avoir quelque chose de plus que les autres. Alors, je pense que j'ai de la chance, mais la chance, pas par rapport à l'entraînement et quoi que ce soit. J'ai la chance d'avoir des gens qui m'entourent extraordinaires. Et ça permet d'être complètement libéré. Moi, j'ai des parents qui ont fait beaucoup pour moi. Quand je repense à... J'habitais dans un petit village de Côte d'Or qui s'appelle Savol et qui était à 20 minutes d'un endroit où je m'entraînais. Et en fait, je repense à mes parents qui faisaient des allers-retours tous les soirs pour m'emmener. Ma mère qui prenait son bouquin et qui m'attendait sur le parking pour que je puisse finir mon entraînement, parce que faire d'aller-retour, rentrer à la maison, repartir, rentrer avec moi, c'était hyper compliqué. Enfin, je veux dire, si on n'a pas des gens autour de soi pour être performant et pour y arriver, et pour être soutenu, déjà c'est très compliqué. Ça, c'est l'origine. Ça, c'est l'origine de ta famille. Ouais. Maintenant, il y a une nouvelle famille qui est arrivée. Tout à fait, ouais. Parce que l'avenir t'appartient. Exactement. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre à tes enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils doivent garder du Cyril Maret compétiteur? Et est-ce que c'est le même que le Cyril Maret papa? Bonne question. Bonne question.
Non, Cyril Marais papa, c'est sûr que c'est un plaisir incomparable. Tout ce que j'ai pu vivre sur un tapis de judo est incomparable avec le fait d'être devenu père. J'ai la chance d'avoir une amie qui, je dis une amie parce qu'on n'est pas mariés, hein, mais j'ai la chance d'avoir une amie qui a fait du judo également, donc elle a été compréhensive par rapport à tout ça. Mais voilà, qui m'a accompagné tout au long de ma carrière, qui m'a aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Marine, elle a un rôle important. Ouais, bah forcément. Je veux dire, aujourd'hui, à chaque fois, on se dit, ouais, les athlètes de haut niveau, ils sont souvent ensemble, mais parce qu'il faut comprendre. Il faut comprendre le haut niveau. Si aujourd'hui, on est parti tous les 4 matins pour des stages, des tournois, je veux dire, une femme lambda peut pas accepter ça. C'est pas possible, c'est tout simplement pas possible. Donc il faut qu'on ait un vrai équilibre. Moi, aujourd'hui, elle m'apporte cet équilibre, donc c'est génial. Elle m'a permis de réussir cette carrière. J'appelle ça une réussite aujourd'hui. Cyril Marais heureux, c'est un Cyril Marais au judo, mais aussi à la pêche, à la chasse, qui a besoin de sortir. Comme la nature. J'ai grandi dans une famille qui, au départ, enfin, je repense à mon grand-père qui avait une simple mobilette pour aller chercher le pain dans le village à côté. Ma grand-mère qui n'avait pas non plus, ils n'avaient pas le permis de conduire à l'époque. Ils attendaient le vendredi pour récupérer de la viande avec le boucher qui passait avec la camionnette. Enfin, ça, c'était extraordinaire. Mais c'est des villages. Enfin, moi, j'ai grandi dans un village de 100 habitants. Hein. J'ai grandi à la campagne profonde. Alors, ça a été compliqué d'arriver à 17 ans à Paris, à l'INSEP, de se retrouver au milieu de la plus grande métropole française, alors que j'ai grandi dans un village de 150 habitants. En comptant peut-être les vaches et les poules s'il faut. Mais non, mais ouais, c'est extraordinaire. C'est des changements de vie qui sont tellement radicaux et à la fois tellement obligatoires pour être performant. Lorsqu'on décide d'être sportif de haut niveau, il faut être capable de faire des choix durs dans la vie. Si j'avais pas fait de judo, je pense que ma vie était tracée. J'aurais récupéré l'entreprise de mon père et puis j'aurais grandi dans ma campagne et puis j'aurais été heureux, certes, comme l'est mes parents, comme l'a été mes grands-parents. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il faut être conscient quand même qu'on est privilégié. Les gens qui se disent que le sport de haut niveau c'est dur, oui c'est très dur, mais on est des privilégiés. Pourquoi ? Alors j'ai grandi avec mon ami Alexandre, mon voisin, qui est aujourd'hui dans le bardage, qui travaille depuis qu'il a l'âge de 19 ans. Enfin, tous mes amis d'enfance de mon village travaillent. Je me suis rendu compte de ce qu'était réellement le travail, puisque j'ai intégré une entreprise dernièrement en formation, qui s'appelle Harvey, une entreprise dans la promotion immobilière, qui m'inculque les valeurs du travail aujourd'hui. Mais mes amis d'enfance aujourd'hui travaillent. Moi, j'ai fait quoi de 15 à 30 ans, à 34 ans? J'ai fait du judo. J'ai vécu de ma discipline, de ma passion, c'est une chance, de mon loisir. Ben, c'est pas une chance, c'est un privilège. C'est un privilège. Et aujourd'hui, les gens qui ne s'en rendent pas compte de ça, ben, il faut vraiment en prendre conscience. Ces valeurs, elles sont importantes pour toi, même avec la génération d'aujourd'hui, parce que tu es toujours sur ces valeurs-là, les anciens, ce qu'ils t'ont inculqué, mais aussi cette volonté de transmettre à une génération qui parfois ne se rend pas compte de la chance qu'elle a. Aujourd'hui, j'ai eu cette chance aussi d'avoir une carrière longue. Je suis arrivé à l'INSEP à 17 ans. J'en ai 35 cette année. J'ai vécu énormément. J'ai vécu de petit jeune à un peu papa de cette délégation française. J'étais le plus âgé avec Guillaume Chêne et Axel Clerget. Et en fait, à partir du moment où on devient une personne lambda, entre guillemets, eh ben, ce que le judo nous a apporté, pas seulement sur l'aspect compétition, mais sur tous les aspects de cette discipline, ce que le judo nous a apporté, il faut être capable de transmettre ça sur le monde après, sur le monde professionnel, sur voilà, toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment sur ces termes de valeur, c'est que le judo fait des gens bien, et c'est pour ça qu'il faut vraiment s'imprégner de tout ce que le judo apporte. Pas seulement que le haut niveau. Le haut niveau, ça viendra avec. Si tu as l'intention, si tu as la détermination, si tu as les exigences pour être sportif de haut niveau, alors tu y arriveras. Mais oublie pas le reste, oublie pas le départ, oublie pas la base. Pour conclure, Cyril, puisqu'il est temps maintenant de mettre à la fois fin à ta carrière et fin à cet entretien, toutes les personnes que j'ai appelées, toutes les personnes qu'on a appelées, toutes les personnes qu'on connaît, à chaque fois qu'on dit voilà, qu'est-ce que tu penses de Cyril Marais? Tout le monde nous dit la même phrase. Cyril Marais, c'est un mec bien. Comment est-ce qu'aujourd'hui,
Comment est-ce qu'aujourd'hui, de par ta carrière, comme aujourd'hui, voilà, tu expliques que tu sois un mec bien? Et qu'est-ce que tu vas en faire pour demain? Je pense que je suis un mec bien dans un premier temps parce que je suis un mec entier. Je pense que je suis un mec bien parce que j'ai essayé de ne pas changer. Tu vois, tu me reparlais du petit Cyril. Si j'ai changé un petit peu de par mon comportement, heureusement, parce que sinon, petite dédicace à toutes mes maîtresses de l'époque qui avaient du mal avec moi. Mais non, mais je pense que je suis un mec bien parce que j'ai reçu des belles valeurs, parce que mes parents m'ont inculqué des valeurs éducatives et morales qui servent dans la vie. Mais moi, j'ai eu cette chance. J'ai eu cette chance j'ai encore mes parents aujourd'hui qui sont là et qui me soutiennent à fond. Mais voilà, c'est pour ça que je pense que le rôle d'un professeur de judo est primordial dans l'éducation des jeunes. Je pense que les parents ont forcément un rôle plus qu'important dans l'éducation des enfants. Mais voilà, toutes les personnes, bien ou mal, ne le deviennent pas seules. C'est un peu comme ça que je le retiens. Et donc aujourd'hui, si je suis cette personne bien, entre guillemets, comme tout le monde le dit, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont entouré, qui m'ont apporté. Je pense forcément à mon professeur, je pense à mes parents, bien entendu, qui ont eu un rôle important, mais je pense également à tous mes amis, toutes les personnes qu'on rencontre. Voilà, j'ai même pas, durant toute l'interview, j'ai même pas parlé de mon frère, mais qui pour moi est une personne extraordinaire aussi et qui m'a apporté plein de choses. C'est mon grand frère. On s'est bagarré quand on était plus jeune, mais par la suite, il m'a soutenu tout au long de ma carrière. Et voilà, toutes ces choses, toutes les personnes qu'on rencontre dans sa vie, si on arrive à extirper le bénéfice de chaque personne, je pense qu'on arrive à devenir quelqu'un de bien. Quel conseil, de par ton immense expérience désormais, tu peux donner aux petits judokas qui nous regardent et aux gens en général, puisque tu l'as dit, le judo, les judokas sont là pour impacter un petit peu la société dans cette période troublée. Qu'est-ce que tu voudrais laisser comme témoignage de par ta carrière? Simplement, ce que je peux dire, c'est que il est important de profiter de chaque moment avec les personnes qu'on aime, avec nos proches, avec toutes les personnes qui nous veulent du bien. Et puis de profiter à fond, parce que bien entendu, c'est des discours qu'on entend tous les jours, mais la vie elle est très courte. Je m'aperçois que ma carrière elle est passée en un claquement de doigts. Je me pose la question si j'ai vraiment eu le temps de profiter de chaque moment, et parce que ça passe tellement vite. On a tellement des moments extraordinaires tout au long d'une carrière de sportif de haut niveau qu'on n'a pas eu le temps de finir d'en profiter d'un, qu'on enchaîne sur un autre. Et voilà, profiter à fond. La vie est courte, bien entendu, et il faut que lorsque vous arrivez à la fin de quelque chose, pour moi j'arrive à la fin de ma carrière, je démarre sur quelque chose de nouveau, mais j'arrive à la fin de ma carrière et je me dis que j'ai aucun regret, et puis surtout, je me dis que j'ai vécu des années fabuleuses avec des personnes extraordinaires. Et ça vaut tout l'or du monde. Voilà, je ne serai peut-être pas l'homme le plus riche demain, mais en tout cas, je suis riche dans le cœur, et c'est grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, amis, famille, professeurs, et puis voilà, c'est quelque chose d'important, avoir la paix en soi et surtout profiter de chaque instant. Bon vent, Cyril Marais. Merci, mon frère. Pas très loin du dojo, en commun.